Vous savez quelle est la différence entre être trompée et être complètement détruite? Je l'ai découvert à 57 ans, quand j'ai trouvé mon mari avec ma meilleure amie dans mon lit, elle portant ma lingerie chère, et j'ai ensuite découvert qu'il détournait l'argent de mon héritage depuis 5 ans. Je m'appelle Élodie Marchand, et ce que je vais vous raconter va vous faire remettre en question tout ce que vous savez sur la confiance, la famille et la justice. Parce que quand j'ai pensé avoir tout perdu, mon mariage, ma meilleure amie, ma sécurité financière, j'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Et je peux vous garantir, la fin de cette histoire va vous laisser bouche bée. Ils ont cru qu'ils m'avaient détruite, mais en réalité ils m'ont fait le plus grand cadeau de ma vie. C'était le 12 octobre 2023, un jeudi qui avait commencé comme n'importe quel autre à Marseille. Le vent méditerranéen soufflait fort, apportant l'odeur de la mer mélangée à l'humidité qui précède la pluie. Je travaillais à la pharmacie centrale de la rue de la République depuis 15 ans, un emploi qui me donnait la stabilité et me permettait d'aider les gens de notre communauté. Ce jour-là, j'avais une migraine terrible qui ne passait tout simplement pas. Vers 3 heures de l'après-midi, j'ai demandé à partir plus tôt. Monsieur Dupont, mon patron, a toujours été compréhensif avec moi, surtout après avoir appris les problèmes de santé que je rencontrais ces derniers mois, des maux de tête fréquents, de la fatigue, une sensation constante que quelque chose n'allait pas dans ma vie, même si je n'arrivais pas à identifier quoi. J'ai pris le bus ligne 49 qui m'emmenait jusqu'à notre maison dans la rue des Trois Mages, dans le quartier de Saint-Victor. Henri et moi vivions dans cette maison depuis 28 ans. C'est là que nous avions élevé nos 2 enfants, Thomas et Sophie, qui vivaient maintenant leur propre vie, Thomas à Paris travaillant comme ingénieur dans une grande entreprise de construction, et Sophie à Lyon avec son mari et nos 2 petits-enfants, Léa et Antoine, que j'adorais voir pendant les vacances scolaires. Camille Rousseau, ma meilleure amie depuis 16 ans, vivait pratiquement chez nous. Après son divorce en 2019, un divorce que j'avais soutenu émotionnellement pendant des mois, la consolant à chaque crise de larmes, l'aidant avec les papiers juridiques, elle passait de plus en plus de temps dans notre maison. Henri disait toujours qu'elle était comme une sœur pour moi, et que notre maison était aussi la sienne. Élodie, me disait-il souvent, Camille fait partie de la famille maintenant. Nous devons prendre soin d'elle. Je croyais vraiment à cela. Comme j'étais naïve. Camille avait sa propre clé de la maison. Elle gardait des vêtements dans notre armoire d'invités. Elle connaissait tous nos horaires, nos habitudes, nos secrets de famille. Mes enfants la considéraient comme une tante. Elle était présente à tous nos anniversaires, nos célébrations de Noël, nos vacances d'été. Elle connaissait le code de notre coffre-fort, elle savait où nous gardions tous nos documents importants. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée à 15h30, la maison était silencieuse. J'ai pensé que c'était normal, Henri était parti le matin en disant qu'il allait régler quelques affaires à la banque, quelque chose à propos de nos investissements qu'il gérait depuis des années. Et Camille avait mentionné qu'elle passerait l'après-midi à s'occuper de quelques rendez-vous personnels, peut-être faire du shopping ou voir son coiffeur. J'ai laissé mon sac à main sur la table de l'entrée, à côté du vase de fleurs fraîches que je changeais religieusement chaque semaine. J'ai retiré mes chaussures, mes pieds me faisant mal après une longue journée debout à la pharmacie. Tout dans la maison semblait normal, les rideaux tirés comme je les avais laissés le matin, l'odeur familière de notre détergent à lessive, le tic-tac régulier de l'horloge ancienne que nous avions héritée de la mère d'Henri. Je suis montée à l'étage en direction de notre chambre, impatiente de me coucher et d'essayer de soulager ma douleur de tête. Mes tempes pulsaient et j'avais cette sensation étrange dans l'estomac, comme si mon corps essayait de me dire quelque chose que mon esprit n'était pas encore prêt à comprendre. Mais quand je suis arrivée dans le couloir du 2e étage, j'ai entendu des sons étranges venant de notre chambre. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Au début, j'ai pensé que cela pouvait être la télévision, peut-être qu'Henri était rentré plus tôt que prévu et regardait un film. Mais les sons étaient différents. Organiques. Humains. J'ai ouvert la porte lentement, sans faire de bruit, mon instinct me disant que quelque chose n'allait vraiment pas. Et c'est alors que ma vie s'est complètement écroulée. Henri, mon mari de 32 ans de mariage, l'homme avec qui j'avais partagé mes rêves, mes peurs,
mes espoirs pour l'avenir, étaient dans notre lit avec Camille. Elle portait mon ensemble de lingerie en soie rouge, celui que j'avais acheté lors du dernier voyage à Paris et que je n'avais même pas encore eu l'occasion de porter. Ils étaient si absorbés l'un par l'autre qu'ils n'ont même pas remarqué ma présence. Je suis resté paralysé pendant quelques secondes, essayant de traiter ce que je voyais. Mon cerveau refusait d'accepter la réalité. C'était comme regarder un film d'horreur, sauf que j'étais la protagoniste et que c'était ma vraie vie qui s'effondrait devant mes yeux. Puis, quelque chose en moi a explosé. Une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» ai-je crié, ma voix résonnant dans la chambre comme un coup de tonnerre. Les deux se sont séparés d'un bond, avec des expressions de panique totale. Camille a essayé de se couvrir avec le drap, mon drap, ses cheveux ébouriffés, ses joues rouges de culpabilité. Henri est resté là, pathétique, sans savoir quoi dire, sa peau pâle et ses yeux évitant les miens. « Élodie, je peux expliquer. » A commencé Henri, mais je l'ai interrompu. « Expliquer ? Expliquer quoi ? Que tu trompes notre famille dans notre propre lit. Qu'elle, j'ai pointé Camille du doigt, porte mes sous-vêtements pendant qu'elle détruit notre mariage ? Ma voix tremblait, pas seulement de colère, mais de choc profond. 16 ans d'amitié. 32 ans de mariage. Tout détruit en un instant. Camille a finalement trouvé sa voie. Élodie, nous ne voulions pas que tu découvres comme ça. Vous ne vouliez pas que je découvre comme Cécédia ? Alors comment ? Avec une invitation formelle ? Un faire-part ? Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse. C'était de la rage, de la déception, de l'humiliation, tout mélangé dans une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si on m'arrachait le cœur et qu'on le piétinait devant moi. Henri a essayé de s'habiller rapidement, ses mains tremblant en cherchant ses vêtements éparpillés sur le sol de notre chambre. Élodie, ce n'était pas censé arriver. Nous sommes tombés amoureux. Ce n'était pas planifié. Pas planifié, j'ai ri avec amertume. Depuis combien de temps cela se passe-t-il ? Depuis combien de temps vous deux faites ça dans mon dos ? Le silence qui a suivi m'a donné la réponse. Ce n'était pas quelque chose de récent. Ce n'était pas une erreur d'un moment. C'était une trahison délibérée et prolongée. Sortez de ma maison. Tous les deux. Maintenant, ai-je crié, ma voix devenant plus forte et plus déterminée. Élodie, s'il te plaît, nous pouvons parler. A tenté Camille, enfilant rapidement une de mes robes de chambre. Parler ? Après 16 ans d'amitié, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me poignardes dans le dos de la pire façon possible. Et tu veux encore parler ? Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais consolé Camille quand elle pleurait sur son divorce. De toutes les fois où je l'avais accueillie dans ma maison quand elle se sentait seule. De tous les secrets que j'avais partagés avec elle, pensant qu'elle était ma sœur de cœur. J'ai descendu les escaliers en courant, tremblant de rage et de choc. Mon monde entier venait de s'effondrer en quelques minutes. J'entendais les deux s'habiller précipitamment là-haut, chuchotant entre eux. Probablement en train de planifier leur prochaine étape, de décider comment gérer les dégâts. Quand ils sont descendus, ils ont tenté une fois de plus de me parler, mais j'étais déterminé. Je veux que vous sortiez tous les deux de ma maison dans 5 minutes. Et Henri, tu peux chercher un avocat, parce que je vais demander le divorce. Les mots sont sortis de ma bouche avec une clarté qui m'a surprise moi-même. Dans ce moment de destruction totale, j'avais trouvé une force que je ne savais pas posséder. Ils sont partis ensemble, et j'ai verrouillé la porte derrière eux. Ce n'est qu'alors que je me suis effondré sur le canapé du salon, pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Mais au milieu de toute cette douleur, il y avait quelque chose d'autre, une petite voix dans ma tête qui disait que peut-être, juste peut-être, cette destruction était en fait le début de quelque chose de nouveau. Mais vous n'avez aucune idée de ce que j'étais sur le point de découvrir. La trahison n'était que le début de l'histoire. Si vous pensez que découvrir une trahison est le pire qui puisse arriver,
attendez d'entendre ce que j'ai trouvé quand j'ai commencé à enquêter sur la vie qu'ils menaient dans mon dos. Ce que j'ai découvert sur mon argent, sur ma propre famille, sur qui ils étaient vraiment, cela m'a vraiment choqué. Et la vengeance? Eh bien, elle est venue d'une façon que même moi je ne m'y attendais pas. Dans les 3 jours qui ont suivi cette découverte dévastatrice, j'ai à peine réussi à sortir du lit. J'ai appelé le travail en disant que j'étais malade, ce qui n'était pas un mensonge, je me sentais vraiment physiquement et émotionnellement détruite. Mon corps entier semblait avoir été frappé par un camion. Je n'arrivais pas à manger, je ne dormais que par petites périodes entrecoupées de cauchemars où je revoyais sans cesse cette scène horrible. Thomas et Sophie ont appelé plusieurs fois, inquiets de ne pas avoir de nouvelles de moi. Ma voix au téléphone devait sonner étrange, différente, parce qu'ils insistaient pour savoir si tout allait bien. « Maman, tu as l'air bizarre, qu'est-ce qui se passe ?» demandait Sophie. Mais je n'arrivais pas à trouver la force de leur dire ce qui s'était passé. Comment annoncer à ces enfants adultes que leur père, l'homme qu'ils respectaient et admiraient, avait détruit notre famille de la manière la plus cruelle possible? Henri a tenté de revenir à la maison le samedi matin. Je l'ai vu de la fenêtre de la chambre, debout devant notre portail, hésitant, regardant la maison comme s'il essayait de rassembler le courage d'entrer. Mais je n'ai pas ouvert la porte. Il est resté dehors pendant plus d'1 heure, frappant doucement, puis plus fort, suppliant pour que je le laisse expliquer. « Élodie, s'il te plaît, ouvre-moi. Nous devons parler. Ce n'est pas la fin de tout. Nous pouvons résoudre ça. » Sa voix sonnait désespérée, mais j'étais déterminée. Il n'y avait plus rien à résoudre. Pas après ce que j'avais vu. Pas après 32 ans de mariage détruits en un instant. J'entendais ses pas faire les 100 pas devant la maison, le bruit de son téléphone quand il essayait probablement d'appeler Camille, le claquement de la portière de sa voiture quand il est finalement parti. Une partie de moi, une très petite partie, ressentait presque de la pitié pour lui. Mais cette pitié était rapidement submergée par la colère et le sentiment de trahison. Le dimanche, Camille a essayé de me contacter par téléphone au moins 15 fois. Je voyais son nom s'afficher sur l'écran de mon portable et j'éprouvais une nausée physique. Cette femme qui avait été comme une sœur pour moi, qui connaissait tous mes secrets, mes peurs, mes joies. Comment avait-elle pu me faire ça? C'est le lundi, quand j'ai essayé de reprendre ma routine, que les choses sont devenues encore plus étranges et inquiétantes. Je suis allée à la banque pour retirer de l'argent pour faire les courses, une routine hebdomadaire que je faisais depuis des années. Mais quand j'ai inséré ma carte dans le distributeur automatique, l'écran a affiché un message que je n'avais jamais vu, solde insuffisant. J'ai pensé que c'était une erreur du système, alors j'ai demandé à parler avec le gérant. Monsieur Laurent, qui nous servait depuis plus de 10 ans et qui connaissait bien notre situation financière, m'a reçu avec une expression préoccupée et gênée. « Madame Marchand, que c'est bien que vous soyez venue. J'essayais de vous contacter depuis quelques semaines. Il faut que nous parlions des transactions qui sont faites sur votre compte. » Mon estomac s'est serré et un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. « Quelle transaction ? » Il a sorti les relevés des 6 derniers mois et les a étalés sur son bureau. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Transfert régulier de grosses sommes vers un compte que je ne connaissais pas, retrait fréquent en espèces de montants élevés. Notre compte épargne, qui contenait plus de 80 000 € de l'héritage que j'avais reçu quand ma mère était décédée il y a 3 ans, ne contenait plus que 3 200 €. Ces transactions portent la signature de votre mari, mais certaines ont aussi une procuration en votre nom signée par une certaine Camille Rousseau. Vous avez autorisé cela? J'ai senti le monde tourner autour de moi. Procuration? Je n'ai jamais signé de procuration. Monsieur Laurent m'a montré le document. C'était ma signature, ou du moins une imitation très convaincante. Le papier était officiel, avec tous les timbres et cachets nécessaires. Quelqu'un avait pris beaucoup de soin pour que tout paraisse légitime. J'ai besoin de copies de tout cela, ai-je dit, essayant de garder mon calme tandis que ma tête tournait. Et je veux que cette procuration soit annulée immédiatement. Bien sûr, madame.
Mais il faut que vous sachiez que ces transferts ont été faits vers un compte au nom d'une entreprise appelée Consultant Méditerranéen SARL. Vous connaissez cette entreprise? Je n'en avais jamais entendu parler. Mais le nom sonnait suspicieusement générique, comme quelque chose qu'on inventerait pour cacher des activités louches. Je suis sorti de la banque en état de choc total. Ce n'était pas seulement une trahison amoureuse. C'était un vol. Il me volait littéralement, en utilisant une procuration falsifiée. En rentrant à la maison, j'ai commencé à fouiller tous les documents qu'Henri gardait dans le bureau. C'était un homme méticuleux qui gardait tous les papiers importants dans des classeurs soigneusement organisés. Mais maintenant, je regardais tout avec des yeux différents, cherchant des indices de sa duplicité. C'est alors que j'ai trouvé une chemise cachée derrière les livres de l'étagère, dans un endroit où je n'aurais jamais pensé à regarder. Ce que j'y ai trouvé m'a laissé sans voix et m'a fait comprendre l'ampleur réelle de leur trahison. Il y avait des documents montrant qu'Henri avait ouvert une entreprise fictive il y a 2 ans, en utilisant notre adresse comme siège social. L'entreprise était supposée fournir des services de conseil, mais c'était évidemment juste un moyen de blanchir l'argent qu'il détournait de notre compte. Et Camille était répertoriée comme associée avec 40% de parts. Mais le pire restait à venir. J'ai trouvé des emails imprimés entre eux deux, des conversations qui dataient de plus de 3 ans. Ils n'avaient pas seulement une liaison, ils planifiaient de me voler et ensuite de se débarrasser de moi depuis le début. Dans un des emails, daté d'il y a 2 ans et demi, Camille écrivait « Elle nous fait tellement confiance qu'elle ne remarque même pas ce qui se passe. Quand nous aurons assez d'argent, tu pourras demander le divorce et récupérer la moitié des biens qui restent. Elle ne découvrira jamais que la plus grande partie est déjà sortie du compte. » Henri répondait « Je dois être prudent. Élodie n'est pas stupide, mais elle est tellement occupée à s'occuper de tout le monde qu'elle fait à peine attention aux finances. Encore quelques mois et nous aurons assez pour commencer notre vie ensemble ailleurs. J'ai déjà regardé des propriétés en Espagne où nous pourrions nous installer. » Un autre email de Camille disait « Tu crois qu'elle va soupçonner quelque chose quand tu vas lui demander le divorce? Elle pourrait engager un détective privé. » Non, répondait Henri, je vais lui faire croire que c'est juste une crise de milieu de vie. Que j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Elle est trop émotionnelle pour penser rationnellement. Et de toute façon, à ce moment-là, l'argent sera déjà en sécurité dans nos comptes offshore. Lire cela a été comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. 3 ans. Il faisait ça depuis 3 ans. Depuis peu après la mort de ma mère, quand j'avais reçu l'héritage. Ils avaient planifié ma destruction financière et émotionnelle pendant que je les accueillais dans ma maison, que je partageais mes repas avec eux, que je leur faisais confiance comme à ma propre famille. Il y avait aussi des documents montrant qu'Henri avait souscrit plusieurs prêts dans différentes banques, en utilisant notre maison comme garantie, sans que je le sache. Il avait utilisé des faux documents pour montrer des revenus de l'entreprise fictive, justifiant ainsi sa capacité à rembourser. La maison pour laquelle nous avions lutté si dur pour la payer, où nous avions élevé nos enfants, était hypothéquée jusqu'au cou. J'ai trouvé des reçus pour des bijoux coûteux achetés pour Camille, des réservations d'hôtels dans des endroits romantiques où ils passaient des week-ends ensemble pendant que je pensais qu'Henri était en voyage d'affaires. Il y avait même des photos d'eux ensemble sur une plage en Corse, tous les deux souriants et heureux, probablement prises avec mon argent volé. Un dossier entier était consacré à leurs plans futurs, recherche immobilière en Espagne, informations sur l'ouverture de comptes bancaires à l'étranger, même des brochures sur les procédures de changement de nom. Ils planifiaient vraiment de disparaître ensemble avec mon argent et de commencer une nouvelle vie. Le plus révoltant était un email où Camille écrivait « Parfois je me sens un peu coupable envers Élodie. Elle a été si gentille avec moi. » Et Henri répondait « Ne t'inquiète pas pour ça. Elle s'en remettra. Elle est plus forte qu'elle ne le pense. Et de toute façon, elle mérite mieux que cette vie ennuyeuse qu'elle mène. Nous lui rendons service en la libérant. Il pensait me rendre service en me détruisant. » L'arrogance et la cruauté de cette justification m'ont rendu physiquement malade. J'ai immédiatement appelé mon avocat, Maître Dubois, sans parenté avec la traîtresse Camille.
C'était un homme dans la soixantaine, expérimenté en droit de la famille, qui m'avait été recommandé par une collègue de la pharmacie quand son propre divorce s'était mal passé. Madame Marchand, a-t-il dit après avoir examiné tous les papiers que j'avais apportés, ce n'est pas seulement de l'adultère. C'est de l'escroquerie, de la falsification de documents et du détournement de fonds. Ils peuvent aller en prison pour ça. Je veux qu'ils paient pour tout ce qu'ils ont fait, ai-je répondu avec une détermination qui m'a surprise moi-même. Cette femme timide et complaisante que j'avais été disparaissait rapidement, remplacée par quelqu'un de plus fort et de plus résolu. Nous allons déposer plainte immédiatement à 10 mètres du bois. Et nous allons demander le gel de tous leurs actifs pendant l'enquête. Avec les preuves que vous avez, l'affaire est solide. Ce soir-là, Henri est apparu à la porte une fois de plus. Cette fois, j'ai ouvert, mais seulement parce que j'étais prête à l'affronter avec tout ce que j'avais découvert. Élodie, il faut qu'on parle. Je sais que tu es blessée. Blessée, l'ai-je interrompu. Henri, toi et ta maîtresse m'avez volé plus de 75 000 €. Vous avez falsifié ma signature, créé une entreprise fantôme, planifié de me laisser dans la misère. Et tu penses que je suis juste blessée? La couleur a disparu de son visage. Il a regardé autour de lui, nerveux, comme s'il cherchait une échappatoire. Comment tu as? Comment j'ai découvert? Tu pensais vraiment que je ne découvrirais jamais? Que j'étais si stupide que ça? Henri a essayé de nier, de mentir, d'inventer des excuses, mais j'avais toutes les preuves. Je lui ai montré les emails, les documents bancaires, tout. Élodie, tu ne comprends pas. L'entreprise est réelle, nous allions investir l'argent et tout te rendre. Mensonge. Vous planifiez de fuir avec mon argent. Il est resté silencieux pendant quelques minutes, puis a soupiré profondément. D'accord. C'est vrai. Mais Élodie, nous sommes vraiment tombés amoureux. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Ah, comme c'est romantique. Vous êtes tombés amoureux en planifiant de me voler. Quelle belle histoire d'amour. C'est alors qu'il a dit quelque chose qui m'a fait avoir la certitude absolue que j'avais pris la bonne décision. Tu as toujours été si prévisible, Élodie. Si conformiste. Camille me fait me sentir vivant à nouveau. Elle a de l'ambition, des rêves. Toi, tu ne voulais que la même routine de toujours. À ce moment-là, tout reste d'amour que je pouvais encore ressentir pour Henri est mort complètement. Tu sais quoi, Henri? Tu as raison. J'étais prévisible. J'étais conformiste. Mais vous m'avez rendu le plus grand service de votre vie. Vous m'avez réveillé. Et maintenant vous allez connaître une Élodie que vous n'avez jamais imaginé qui existait. Le lendemain, j'ai déposé la demande de divorce et la plainte pénale contre eux deux. Maître Dubois m'a expliqué qu'avec les preuves que nous avions, il était presque certain que nous réussirions non seulement à récupérer l'argent, mais aussi qu'ils affronteraient des conséquences pénales sérieuses. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de découvrir que ma vengeance allait être beaucoup plus douce que je ne l'imaginais. Parce qu'il y avait quelque chose sur leur situation financière que je ne savais pas encore. 3 semaines après avoir déposé la demande de divorce et la plainte pénale, j'ai reçu un appel téléphonique qui allait complètement changer le cours de cette histoire. C'était une femme qui s'est présentée comme Isabelle Moreau, détective privée. Madame Marchand, j'ai besoin de vous parler. C'est au sujet de votre mari et de Camille Rousseau. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Sa voix était professionnelle mais chaleureuse, avec un léger accent du Sud qui m'inspirait confiance. Elle m'a proposé de nous rencontrer dans un café discret près de mon travail, loin des regards indiscrets de notre quartier où tout le monde commençait à parler de ma séparation. Le lendemain, j'ai retrouvé Isabelle au Café de la Paix, un petit établissement tranquille de la rue Paradis. C'était une femme d'environ 45 ans, cheveux châtains courts et bouclés, regard perçant mais bienveillant. Elle portait un tailleur sobre et avait cette assurance que donnent les années d'expérience dans un métier difficile. Madame Marchand, merci d'être venue. Je vais être directe avec vous. Elle a ouvert une mallette en cuir contenant des dossiers épais et des photos.
Vous n'avez pas été leur première victime. Mon estomac s'est noué et j'ai senti un frisson parcourir mon échine. Comment ça? Elle a sorti une chemise contenant des documents et des photos jaunies par le temps. Camille Rousseau a déjà appliqué exactement le même stratagème auparavant. Il y a 5 ans, elle s'est approchée d'un homme marié à Nice, Bernard Leclerc. Il venait de perdre sa femme d'un cancer et avait reçu une grosse indemnité d'assurance vie, plus de 300 000 €. Isabelle m'a montré des photos de Camille avec un homme âgé aux cheveux gris, l'air distingué mais visiblement vulnérable. Regardez ces photos. Camille se faisait passer pour une veuve elle aussi, prétendait comprendre sa douleur. Elle s'est présentée comme coach en développement personnel, spécialisée dans l'accompagnement du deuil. Mon Dieu! Ai-je murmuré, regardant les images qui montraient Camille avec le même sourire charmeur qu'elle avait avec moi. Elle s'est fait inviter chez lui sous prétexte de l'aider à surmonter sa perte. Petit à petit, elle a gagné sa confiance, est devenue indispensable. Monsieur Leclerc avait une fille qui vivait au Canada, alors il était très isolé. Camille a comblé ce vide émotionnel. Isabelle a continué en feuilletant les documents. Au bout de 6 mois, elle lui a présenté un homme qu'elle appelait son cousin, un certain Philippe Moreau, qui ressemblait étrangement à votre Henri mais avec une barbe et les cheveux teints. Ils ont monté exactement le même coup, création d'une fausse entreprise, détournement progressif des fonds, fausse procuration. Elle m'a montré des extraits bancaires, des documents d'entreprise, des contrats frauduleux. Le parallèle avec ma situation était saisissant. Ils ont vidé ses comptes en 8 mois et ont disparu du jour au lendemain. Monsieur Leclerc s'est retrouvé non seulement ruiné, mais aussi complètement brisé émotionnellement. Vous voulez dire que c'est une arnaqueuse professionnelle? Exactement. Et votre mari? Il semble qu'il soit devenu le partenaire parfait pour elle. Ensemble, ils ont perfectionné la méthode. Isabelle a sorti d'autres documents. Mais ce n'est pas tout, Madame Marchand. Henri ne détournait pas seulement votre argent, il a contracté des emprunts dans plusieurs banques différentes, en utilisant votre maison comme garantie, sans que vous le sachiez. Elle m'a tendu une liasse de papier que j'ai parcouru avec une horreur croissante. Il a utilisé de faux documents pour justifier des revenus de l'entreprise fictive, se donnant ainsi la crédibilité nécessaire pour obtenir ses prêts. La maison pour laquelle vous vous êtes battu pour la payer, où vous avez élevé vos enfants, est hypothéquée à hauteur de 280 000 €. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. 280 000 €? Mais c'est impossible. Notre maison ne vaut que 320 000 €. C'est exactement le problème. Ils ont accumulé plus de 150 000 € de dettes supplémentaires, et tout est au nom des 2 époux, le vôtre et le sien. Si nous ne faisons rien, vous risquez de perdre la maison aussi. Le café autour de moi semblait tourner. Non seulement ils m'avaient volé l'héritage de ma mère, mais ils avaient aussi mis en péril le toit au-dessus de ma tête. La maison où j'avais vécu les moments les plus heureux de ma vie, où mes enfants avaient grandi, où j'avais cru construire un avenir solide. À ce moment-là, toute la tristesse que je ressentais encore s'est transformée en une fureur froide et calculée. Ce n'était plus de la peine ou de la déception, c'était une détermination implacable d'obtenir justice. Que puis-je faire, ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne l'avais entendue depuis des semaines. Isabelle a souri avec une lueur malicieuse dans les yeux. Eh bien, j'ai une proposition. Monsieur Leclerc est prêt à financer les coûts d'une enquête complète, si nous arrivons à exposer toute leur opération. Et j'ai quelques idées sur la façon dont nous pouvons faire ça. Elle a sorti un carnet et a commencé à esquisser un plan. Nous allons utiliser leur propre avidité contre eux. Voici ce que je propose. Le plan d'Isabelle était d'une intelligence redoutable. D'abord, à travers un ami avocat d'Isabelle, nous allions répandre la rumeur que j'avais reçu un second héritage, cette fois d'une tante riche qui était décédée à Londres, une somme importante de près de 200 000 livres sterling qui allait arriver sur mon compte dans les semaines suivantes. Comment allons-nous s'assurer qu'ils entendent cette rumeur, ai-je demandé. Laissez-moi m'en occuper. J'ai mes méthodes. Isabelle avait l'air sûre d'elle.
nous allons faire en sorte que l'information arrive jusqu'à eux par des canaux qui sembleront naturels. Une conversation accidentellement entendue à la pharmacie, un appel téléphonique privé passé dans un lieu public. Ensuite, Isabelle avait obtenu l'autorisation judiciaire d'enregistrer toutes les communications téléphoniques entre Henri et Camille. Avec les preuves que vous avez fournies, le juge a accordé l'autorisation sans hésiter. Ils sont maintenant sous surveillance totale. Les premiers enregistrements ont été révélateurs au-delà de mes attentes. Leur négligence quand ils pensaient que personne ne les écoutait était stupéfiante. Dans un appel intercepté 3 jours après que nous ayons fait circuler la rumeur, j'ai entendu Camille dire « Henri, tu as entendu ? Cette idiote a apparemment reçu un autre héritage. Près de 200 000 €. C'est notre chance de récupérer ce qu'on a perdu avec cette histoire de plainte. » Henri répondait, sa voix pleine d'avidité, « Tu es sûr ? Comment tu sais ça ? J'ai mes sources. » Une amie qui travaille dans la même pharmacie qu'elle a entendu Élodie parler au téléphone avec un notaire de Londres. Apparemment, sa grand-tante qu'elle n'avait jamais rencontrée lui a légué une fortune. Mais comment on fait ? Elle a découvert tout notre système, elle ne va plus jamais nous faire confiance, disait Henri, semblant plus inquiet. Laisse-moi faire. Je sais comment manipuler Élodie. Elle a toujours eu le cœur tendre. Je vais aller chez elle, faire semblant d'être repentante, lui dire que tu m'as forcé à faire tout ça. Elle va gober ça, tu verras. Dans un autre enregistrement, particulièrement révoltant, Camille expliquait à Henri son plan en détail, « Je vais pleurer, lui dire que je regrette, que j'étais perdue et confuse. Je vais lui raconter que tu m'as menacée, que tu m'as dit que si je ne coopérais pas, tu révélerais des secrets embarrassants sur mon passé. Elle va me consoler, c'est sûr. » Et après, demandait Henri. Après, je vais lui dire que tu planifies de prendre le reste de son argent et de disparaître. Que tu as l'intention de falsifier des documents pour faire croire qu'elle t'a transféré l'argent volontairement avant qu'il arrive sur son compte. Elle va paniquer et venir te confronter. C'est là que tu joues le repenti et que tu proposes un arrangement pour récupérer une partie de l'héritage. Les écoutes révélaient aussi l'étendue de leur mépris pour moi. Dans une conversation particulièrement blessante, Henri disait, « Tu sais, Camille, parfois je me demande comment j'ai fait pour supporter Élodie si longtemps. Elle est si naïve, si prévisible. Avec toi, je me sens enfin intelligent, important. » Camille répondait, « Ne t'inquiète pas, chérie. Bientôt nous serons débarrassés d'elle pour toujours. Une fois qu'on aura récupéré cet argent, on pourra disparaître en Espagne comme prévu. J'ai déjà trouvé une belle villa à Marbella. » Écouter ces conversations était douloureux, mais aussi libérateur. Chaque mot cruel effaçait un peu plus les derniers vestiges d'affection que je pouvais encore ressentir pour eux. Une semaine après le début de notre opération, exactement comme Isabelle l'avait prédit, Camille a sonné à ma porte. Je l'ai vue par l'œilleton, elle portait des vêtements simples, avait les yeux rouges et gonflés, jouait parfaitement le rôle de la femme repentante et brisée. « Élodie, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que ce qu'on a fait était terrible, mais j'étais amoureuse et confuse. Henri m'a convaincue que vous ne vous aimiez plus, que le mariage était déjà fini. J'ai ouvert la porte, offert un café, fait exactement ce qu'elle attendait que je fasse. Et pendant tout ce temps, j'enregistrais la conversation avec un petit appareil qu'Isabelle m'avait fourni. Camille, je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Ai-je dit, jouant parfaitement mon rôle de femme blessée mais encore influençable. Je comprends, Élodie. Mais je suis venue ici pour faire ce qui est juste. En fait, je voulais te prévenir de quelque chose. Henri planifie de prendre le reste de l'argent que tu as et de disparaître. Il m'a dit qu'il savait pour l'héritage que tu vas recevoir et qu'il voulait trouver un moyen de tout prendre avant que le divorce soit finalisé. Parfait. Elle livrait leur plan exactement comme prévu. Comment il compte faire ça, ai-je demandé, feignant la panique. Il connaît quelqu'un qui peut falsifier des documents. Il veut faire croire que tu lui as transféré l'argent volontairement avant qu'il arrive sur ton compte.
Il m'a montré de faux papiers qui prouvent soi-disant que tu lui dois de l'argent pour des investissements qu'il aurait fait en ton nom. Pendant les 2 heures suivantes, Camille m'a donné tous les détails de leur plan, pensant qu'elle me manipulait pour agir selon leurs intentions. Elle m'a même donné le nom et l'adresse du faussaire qu'Henri comptait utiliser, un certain Marcel Dubois qui opérait depuis un bureau miteux près du port. « Élodie, a-t-elle dit en partant, prenant mes mains dans les siennes avec une fausse sincérité, je sais que j'ai fait du mal, mais je veux vraiment t'aider maintenant. Fais attention à toi. » Quand elle est partie, j'ai immédiatement appelé Isabelle et Maître Dubois. Nous avions tout ce qu'il nous fallait. Le plan final était d'une simplicité géniale. Le lendemain, la police a organisé une opération d'infiltration. Un policier en civil s'est fait passer pour un employé de banque corrompu, prêt à aider Henri et Camille à accéder frauduleusement à mes comptes en échange d'un pot de vin. Henri et Camille ont mordu à l'hameçon sans la moindre méfiance. Ils se sont présentés au rendez-vous avec l'argent liquide pour corrompre le banquier, tous les faux documents qu'ils avaient préparés, et même un plan détaillé pour vider mes comptes le jour où l'héritage arriverait. L'arrestation a eu lieu en flagrant délit alors qu'ils remettaient 5 000 € en liquide aux policiers infiltrés en échange de l'accès à mes codes bancaires. Mais la meilleure partie restait à venir. Pendant l'enquête policière qui a suivi, nous avons découvert que l'entreprise fantôme qu'ils avaient créée avait été utilisée non seulement pour blanchir mon argent, mais aussi pour frauder le fisc. L'administration fiscale française les a poursuivis, et les amendes et intérêts accumulés s'élevaient à plus de 300 000 €. De plus, tous les emprunts qu'Henri avait contractés frauduleusement ont été annulés par la justice, puisqu'ils avaient été obtenus par falsification de documents. Les banques ont été obligées d'effacer ces dettes et de me présenter des excuses officielles pour ne pas avoir vérifié assez soigneusement l'authenticité des documents. Mais l'enquête a révélé quelque chose d'encore plus satisfaisant. Grâce aux informations fournies par M. Leclerc et aux preuves que nous avions rassemblées, la police a découvert que Henri et Camille avaient des comptes secrets dans des paradis fiscaux, la Suisse et les îles Caïmans, où ils cachaient l'argent volé à leurs victimes précédentes. Ces comptes ont été gelés et leur contenu, plus de 800 000 € au total, a été saisi pour rembourser toutes leurs victimes. Henri et Camille n'ont pas seulement perdu tout l'argent qu'ils avaient volé, ils se sont retrouvés endettés de plus d'argent qu'ils ne pourraient jamais rembourser en plusieurs vies. Et moi? Eh bien, non seulement j'ai récupéré mon argent, mais j'ai aussi reçu une indemnisation pour dommages moraux de 180 000 €, en plus de garder tous les biens du mariage, puisqu'Henri a été reconnu coupable de mauvaise foi. La justice française a été implacable avec eux. Henri a été condamné à 4 ans de prison ferme pour escroquerie, falsification de documents et fraude fiscale. Camille a écopé de 5 ans, car elle avait des antécédents criminels du cas de Nice. Tous les deux ont été frappés d'une interdiction bancaire à vie et d'une dette de plusieurs millions d'euros envers l'État et les institutions financières. Mais vous n'imaginez pas ce qui s'est passé après. 6 mois après l'arrestation d'Henri et de Camille, ma vie avait complètement changé. Non seulement financièrement, mais d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Henri avait été condamné à 4 ans de prison ferme pour escroquerie, falsification de documents et fraude fiscale. Le jour du verdict, je me trouvais dans la salle d'audience, observant cet homme qui avait partagé ma vie pendant 32 ans être emmené menotté par les gendarmes. Étrangement, je n'ai ressenti ni satisfaction ni tristesse, juste un sentiment de justice accomplie et de fermeture définitive d'un chapitre douloureux. Camille avait écopé de 5 ans, sa peine aggravée par ses antécédents criminels du cas de Nice. Pendant le procès, elle avait tenté de rejeter toute la responsabilité sur Henri, prétendant qu'elle n'était qu'une victime manipulée. Mais les preuves étaient accablantes, les emails, les enregistrements, le témoignage de M. Leclerc. Le juge avait été sans pitié. Tous les deux s'étaient retrouvés avec une dette colossale envers l'État français et les institutions bancaires, plus de 2 millions d'euros au total. Leurs biens avaient été saisis, leurs comptes gelés à vie. Ils ne pourraient plus jamais ouvrir un compte bancaire ou contracter un crédit en France. Moi, non seulement j'avais récupéré tout mon argent, mais j'avais aussi reçu 180 000 € d'indemnisation pour dommages moraux. La maison m'appartenait entièrement, sans aucune hypothèque. Soudain, à 58 ans,
je me retrouvais financièrement indépendante et complètement libre. Mais le plus important n'était pas l'argent. C'était de découvrir qui j'étais vraiment quand personne ne me limitait plus. La première chose que j'ai faite, c'est voyager. Seule. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Henri disait toujours qu'une femme ne devrait pas voyager sans accompagnateur, que c'était dangereux, que je ne saurais pas me débrouiller toute seule. Quel mensonge cela avait été. Mon premier voyage m'a mené en Italie, Florence d'abord, puis Rome, et enfin la côte amalfitaine. J'avais réservé un circuit organisé pour femmes seules, quelque chose que je n'aurais jamais osé faire auparavant. Dans le groupe, j'ai rencontré Claire, une professeure de littérature parisienne de 62 ans qui voyageait seule depuis la mort de son mari 3 ans plus tôt. Élodie, m'a-t-elle dit un soir à Positano, alors que nous buvions un spritz sur une terrasse surplombant la mer, vous savez quelle est la différence entre exister et vivre? Exister, c'est ce qu'on fait quand on vit pour les autres. Vivre, c'est ce qu'on fait quand on découvre enfin qui on est vraiment. Ces paroles ont résonné profondément en moi. Pendant 32 ans, j'avais existé pour Henri, pour mes enfants, pour Camille, pour tout le monde sauf pour moi-même. De retour de ce premier voyage, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, j'ai démissionné de la pharmacie. Monsieur Dupont était désolé de me voir partir, mais il comprenait ma décision. Madame Marchand, m'a-t-il dit le jour de mon départ, vous semblez être une femme complètement différente. Vous rayonnez d'une façon que je ne vous avais jamais vue auparavant. Il avait raison. Je me sentais renaître. J'ai décidé d'ouvrir mon propre commerce, une petite librairie avec salon de thé, quelque chose dont j'avais toujours rêvé mais que je n'avais jamais osé faire. Henri me disait toujours que c'était une idée stupide, que les librairies ne rapportaient pas d'argent, que je ferais mieux de garder mon travail stable à la pharmacie. Avec l'argent récupéré et l'indemnisation, j'avais les moyens de réaliser ce rêve. J'ai trouvé un local parfait près du vieux port de Marseille, dans une petite rue pavée pleine de charme. L'endroit avait besoin de rénovation, mais j'ai vu immédiatement le potentiel. « Maman, tu es sûre de toi ?» m'a demandé Sophie quand je lui ai annoncé ma décision lors d'un de ses week-ends à Marseille. « Tu n'as jamais géré d'entreprise. »« Et à ton âge ?»« À mon âge, quoi ?» l'ai-je interrompu avec un sourire. « Sophie, j'ai 58 ans, pas 88. J'ai peut-être encore 20 ou 30 ans devant moi. Tu veux que je les passe à faire quoi? À regretter de ne pas avoir essayé ?» Thomas, initialement préoccupé par mes changements, a rapidement compris que je n'avais jamais été aussi heureuse. « Maman, m'a-t-il dit lors d'une visite, je dois avouer quelque chose. Ces dernières années, quand je venais à la maison, je trouvais que tu avais l'air éteinte. Comme si tu n'étais plus vraiment là. Maintenant, je retrouve la maman que j'avais quand j'étais petit, pleine de vie et d'énergie. » Les travaux de rénovation de la librairie ont duré 3 mois. J'ai participé activement à tout, choix des couleurs, aménagement de l'espace, sélection du mobilier. Chaque décision était la mienne, et cette liberté était enivrante. C'est pendant cette période de rénovation que j'ai rencontré Miguel. Il était portugais, 62 ans, veuf depuis 3 ans, et travaillait comme guide touristique à Marseille depuis qu'il avait pris sa retraite de l'enseignement. Il était venu à la librairie un matin où je supervisais l'installation des étagères, attiré par les travaux en cours. « Pardonnez-moi, madame, m'a-t-il dit avec un accent portugais charmant, je suis curieux de savoir quel type de commerce va ouvrir ici. J'amène souvent mes groupes de touristes dans cette rue. » Miguel avait cette façon douce de voir la vie, un humour qui me faisait rire tous les jours. Il était complètement différent d'Henri, attentionné sans être possessif, encourageant mes projets au lieu de les critiquer, respectueux de mon indépendance tout en montrant clairement son intérêt pour moi. « Vous savez, Élodie, m'a-t-il dit un après-midi alors que nous buvions un café en regardant les ouvriers installer l'enseigne de la librairie, la vie ne commence vraiment que quand on arrête de vivre pour les autres et qu'on commence à vivre pour soi-même. » C'était presque exactement ce que Claire m'avait dit en Italie. L'univers semblait me confirmer que j'étais sur la bonne voie. L'ouverture de « Le nouveau chapitre » a eu lieu en mars 2024, par une belle journée de printemps méditerranéen.
J'avais organisé une petite fête d'inauguration avec du champagne et des petits fours. Mes enfants étaient venus spécialement, ainsi que mes anciens collègues de la pharmacie et quelques amis du quartier. Miguel était là aussi, m'aidant à accueillir les invités avec une naturelle qui m'a surprise. Nous n'étions pas encore officiellement en couple, mais il y avait entre nous une complicité évidente que tout le monde remarquait. Maman, m'a chuchoté Sophie dans l'oreille pendant la soirée, Miguel a l'air d'être un homme bien. Il te regarde comme papa ne t'a jamais regardé. Elle avait raison. Miguel me regardait avec admiration, respect et affection sincère. Pas comme un objet qu'on possède, mais comme une personne qu'on admire et qu'on aime pour ce qu'elle est vraiment. La librairie a rencontré un succès immédiat. Située près du port antique, elle attirait autant les touristes que les habitants du quartier. J'offrais non seulement des livres et des thés de qualité, mais aussi des soirées de lecture, des clubs de livres en français et en anglais, et des ateliers d'écriture créative. L'idée des ateliers m'était venue d'une expérience personnelle. 3 mois après l'ouverture, j'avais commencé à écrire mon histoire, tout ce qui s'était passé avec Henri et Camille, ma découverte de leur trahison, le processus judiciaire, ma renaissance. L'écriture était devenue thérapeutique, me permettant de mettre des mots sur des émotions complexes. Miguel, qui était devenu un visiteur quotidien de la librairie, m'avait encouragé à partager cette expérience avec d'autres femmes qui pourraient vivre des situations similaires. Élodie, votre histoire pourrait aider beaucoup de femmes, m'avait-il dit. Vous pourriez organiser des ateliers où les femmes écrivent leurs propres histoires de renaissance. C'est ainsi qu'est né le Cercle des Phénix, un groupe de soutien que j'organisais tous les mardis soirs dans la librairie pour des femmes qui traversaient des séparations difficiles, des trahisons, ou qui voulaient simplement recommencer leur vie. Le premier soir, nous n'étions que 3, moi, une jeune femme de 35 ans qui découvrait que son mari avait une double vie, et une dame de 68 ans qui voulait divorcer après 45 ans de mariage. 6 mois plus tard, nous étions parfois 15 ou 20 femmes, de tous âges et de toutes situations. Madame Élodie, m'a dit Martine, une femme de 45 ans qui participait régulièrement aux ateliers, vous nous avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Mon mari me disait que j'étais trop vieille pour changer, que personne ne voudrait d'une femme de mon âge. Grâce à vous, j'ai compris que c'était lui qui avait peur de me voir m'épanouir. Ces témoignages me touchaient profondément et donnaient un sens nouveau à tout ce que j'avais vécu. Ma trahison douloureuse était devenue un moyen d'aider d'autres femmes à trouver leur force. Miguel et moi avions officialisé notre relation en juin 2024. Il n'avait pas demandé de sortir ensemble de façon traditionnelle, notre relation s'était développée naturellement, comme une évidence. Un soir, après avoir fermé la librairie ensemble, il m'avait simplement dit « Élodie, je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. Et pas de l'idée de vous, mais de qui vous êtes vraiment. » C'était la première fois de ma vie qu'un homme me disait qu'il m'aimait pour qui j'étais vraiment, pas pour ce que je pouvais lui apporter ou pour le rôle que je pouvais jouer dans sa vie. Notre relation était complètement différente de tout ce que j'avais connu avec Henri. Miguel respectait mon indépendance, encourageait mes projets, partageait les tâches quotidiennes sans que j'aie besoin de le demander. Il m'accompagnait dans mes voyages sans jamais essayer de contrôler l'itinéraire. Il lisait mes écrits et me donnait des conseils constructifs sans jamais critiquer. « Élodie, m'a-t-il dit un soir alors que nous nous promenions sur la corniche Kennedy, avec vous, j'ai l'impression de redécouvrir ce que signifie vraiment être en couple. Avec ma défunte épouse, nous nous aimions, mais c'était différent. Avec vous, je me sens complet d'une façon nouvelle. » À l'automne 2024, nous avons acheté ensemble une petite maison sur la côte, à Cassis, où nous passions les week-ends. La maison avait une terrasse avec vue sur la mer, un petit jardin où Miguel cultivait des herbes aromatiques et des légumes, et une véranda où j'avais installé un bureau pour écrire. Les enfants avaient d'abord été surpris par cette nouvelle relation, mais ils avaient rapidement adopté Miguel. Thomas me disait « Maman, Miguel te traite comme une reine, mais une reine qui reste une personne normale. Papa te traitait plutôt comme une employée de maison qu'il aurait épousée. » Sophie ajoutait « Ce qui me plaît chez Miguel, c'est qu'il ne cherche pas à remplacer papa ou à jouer les beaux-pères avec nous. Il vous aime, vous,
et il respecte notre famille sans essayer de s'y insérer de force. En décembre 2024, exactement un an après la découverte de la trahison, j'ai reçu des nouvelles d'Henri par l'intermédiaire de Maître Dubois. Il purgeait sa peine à la prison des Baumettes et tentait d'obtenir une réduction de sentence pour bonne conduite. Il avait apparemment essayé d'écrire un livre sur son expérience, intitulé « L'homme qui a tout perdu par amour », mais aucune maison d'édition n'avait montré d'intérêt. Camille, de son côté, avait été transférée dans une prison de la région parisienne après s'être impliquée dans plusieurs bagarres avec d'autres détenus. Selon les informations que nous avions, elle continuait à clamer son innocence et à blâmer Henri pour tout ce qui s'était passé. « Vous ressentez de la pitié pour eux ?» m'a demandé Maître Dubois lors de notre dernière rencontre. « Non » ai-je répondu sans hésitation. « Ils ont fait leur choix, et j'ai fait les miens. La différence, c'est que mes choix m'ont mené vers une vie de liberté, d'accomplissement et d'amour véritable. Les leurs les ont conduits en prison et vers une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser. » En janvier 2025, le Cercle des Phénix avait acquis une telle réputation que des femmes venaient de toute la région PACA pour participer aux ateliers. J'ai été invité à donner des conférences dans d'autres villes, à participer à des émissions de radio locales, et même à écrire des articles pour des magazines féminins sur la résilience et la reconstruction après une trahison. Vous êtes devenu un symbole d'espoir pour beaucoup de femmes, m'a dit Isabelle Moreau lors d'un déjeuner où nous célébrions le premier anniversaire de l'arrestation d'Henri et Camille. Votre histoire montre qu'on peut transformer le pire moment de sa vie en tremplin vers le bonheur. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre qui m'a particulièrement touchée. Elle venait d'une jeune femme de 28 ans prénommée Claire, oui, le même prénom que ma traîtresse, quelle ironie du sort. Elle écrivait: Madame Élodie, votre histoire m'a donné la force d'enquêter sur mes soupçons concernant mon fiancé. J'ai découvert qu'il me volait depuis 2 ans, exactement comme dans votre cas. J'ai rompu hier et porté plainte aujourd'hui. Merci de m'avoir montré qu'on peut être forte et qu'on mérite mieux. Quand j'ai lu cette lettre, j'ai pleuré. Mais c'était des larmes de joie, de satisfaction d'avoir trouvé un sens à ma souffrance. Aujourd'hui, alors que j'écris ces derniers mots sur la terrasse de notre maison de Cassis, en regardant Miguel arroser les fleurs que nous avons plantées ensemble, en écoutant le bruit des vagues au loin, je pense à cette Élodie d'il y a 2 ans. Cette femme qui pensait que sa vie était finie à 57 ans. Si je pouvais lui parler aujourd'hui, je lui dirais: Élodie, respire profondément. Je sais que ça fait mal, je sais que ça semble être la fin du monde. Mais crois-moi, cette douleur que tu ressens maintenant est le premier pas vers la vie la plus incroyable que tu puisses imaginer. Miguel dit souvent qu'il a rencontré 2 Élodie, celle qui était prisonnière d'une vie qui n'était pas la sienne, et celle qui a choisi de voler de ses propres ailes. Il a eu de la chance, il n'a connu que la seconde. Et si quelqu'un qui m'écoute traverse une trahison, une perte, un moment difficile, je veux que vous graviez ces mots dans votre cœur. La fin d'une histoire peut être le début de la plus belle aventure de votre vie. Dans la semaine, je vais célébrer mes 60 ans. Miguel organise une fête surprise à la librairie, il pense que je ne sais pas, mais Sophie m'a tout raconté. Mes enfants, mes petits-enfants, les femmes du Cercle des Phénix, tous nos amis seront là. Il y a 2 ans, à cette date, je pleurais dans mon lit en pensant que ma vie était finie. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin avec un sourire, impatiente de voir ce que la vie va m'offrir. Henri m'a dit un jour que j'étais prévisible, conformiste. Il avait raison. Mais vous savez ce que j'ai découvert? Parfois, on doit être complètement brisé pour découvrir de quoi on est vraiment faite. Et j'ai découvert que j'étais faite de fer, de détermination, de courage. J'ai découvert que je pouvais voler quand personne ne coupait mes ailes. Alors, si quelqu'un qui m'écoute traverse une trahison, une perte, un moment difficile, souvenez-vous de ceci: la fin d'une histoire peut être le début de la plus belle aventure de votre vie. Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et ça peut vous arriver aussi. La vie à 60 ans n'a jamais été si douce. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qu'Henri et Camille ne pourront jamais me voler. Voilà mon histoire.
Une histoire qui a commencé par la plus grande trahison de ma vie et qui s'est transformée en la plus belle renaissance que je pouvais imaginer. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez reconnaissent peut-être des éléments de votre propre vie dans ce récit. Cette sensation d'être invisible dans votre propre mariage. Ces doutes qui vous rongent quand quelque chose ne semble pas normal. Cette peur de l'avenir qui vous paralyse. Si c'est votre cas, je veux que vous sachiez quelque chose, vous n'êtes pas seul. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que vous vivez une situation similaire en ce moment même. Peut-être que vous soupçonnez quelque chose mais que vous n'osez pas creuser plus profondément. Ou peut-être que vous venez de découvrir une vérité douloureuse et que vous vous sentez perdue, détruite, comme si le monde s'écroulait autour de vous. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale, cette douleur que vous ressentez, cette sensation de fin du monde, c'est en réalité le signal que votre vraie vie veut enfin commencer. À 57 ans, j'ai découvert que tout ce que je croyais savoir sur ma vie était un mensonge. À 60 ans aujourd'hui, je peux vous dire que ces 3 dernières années ont été les plus belles de toute mon existence. Alors je vous pose cette question, et j'aimerais vraiment que vous me répondiez dans les commentaires. Quelle est cette chose que vous rêvez de faire, mais que vous n'osez pas entreprendre parce que vous pensez qu'il est trop tard? Écrire un livre? Voyager seul? Quitter un travail qui ne vous épanouit plus? Dire non à quelqu'un qui vous manque de respect? Reprendre des études? Tomber amoureuse à nouveau? Dites-le moi. Écrivez-le dans les commentaires. Parce que parfois, le simple fait de mettre des mots sur nos rêves les rend déjà un peu plus réels. Et si vous traversez actuellement une épreuve difficile, une trahison, un divorce, une perte, une remise en question, racontez-moi comment vous trouvez la force de continuer. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes qui se sentent seules dans leur combat. Nous sommes une communauté ici. Une communauté de femmes et d'hommes qui ont décidé que l'âge n'est qu'un chiffre, que les épreuves peuvent devenir des tremplins, et que la vie peut être magnifique à tout moment, même quand on a l'impression que tout est fini. Vos histoires m'inspirent autant que j'espère que la mienne vous inspire. Alors n'hésitez pas à partager. À vous ouvrir. À raconter votre propre renaissance ou votre désir de renaissance. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a donné ne serait-ce qu'une petite étincelle d'espoir, alors abonnez-vous à cette chaîne. Parce que nous continuerons ensemble à explorer ces histoires de courage, de résilience, de femmes et d'hommes qui ont refusé de se laisser définir par leurs épreuves. La prochaine histoire que nous partagerons pourrait être celle qui change votre perspective sur votre propre vie. Celle qui vous donne enfin le courage de faire ce pas que vous remettez à plus tard depuis des années. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle histoire de renaissance. En attendant, souvenez-vous, votre vie n'est pas finie. Elle attend juste que vous décidiez de la reprendre en main. Prenez soin de vous. Et surtout, n'abandonnez jamais vos rêves. Il n'est jamais trop tard pour devenir qui vous étiez vraiment destiné à être.